Dis mamie Odette, comment les Japonais restent minces sans effort? En France, environ 17% de la population est obèse. Au Japon, 4%. 4 fois moins, dans un pays où les gens mangent du riz blanc à presque chaque repas, des ramen, des nouilles, des plats frits, et pourtant ils restent minces. Pas de salle de sport obsessionnelle, pas de régime draconien, pas de résolution du nouvel an. Mais alors qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas? Parce que je vais te dire un truc qui m'a surpris quand j'ai creusé un petit peu le sujet, ce n'est pas une question de volonté, ce n'est même pas une question de discipline. C'est une question d'environnement. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment le Japon a construit, presque sans le formaliser, un environnement dans lequel il est simplement plus difficile de grossir. Et tu verras qu'il y aura quelques points très surprenants. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on parle nourriture au Japon, petite parenthèse qui pourrait être utile à ceux qui viennent visiter ou s'installer au Japon et qui ont des restrictions alimentaires. Il faut savoir qu'ici, tu apprends très vite qu'il faut faire très attention aux emballages. Par exemple, un morceau de poulet au combini, tu te dis que ça ne contient que du poulet, et qu'une sauce bolo, ça ne contient que du bœuf. Sauf qu'ici, les produits industriels peuvent contenir des traces de porc, d'huîtres ou d'arachide. Juste reconnaître les kanji des allergènes que tu ne peux pas consommer, ça t'évitera de mauvaises surprises. Et si au resto tu connais quelques phrases, ça te facilitera la vie. C'est pour ça qu'apprendre un minimum de japonais avant le voyage, même juste les bases et quelques caractères, c'est utile. Laissez-moi vous dire pourquoi est-ce que le Japon rend mince et sans effort. On commence par quelque chose de très concret, le matin. En France, le petit déjeuner classique l'on mange depuis l'enfance, c'est quoi? Du pain blanc avec du beurre, de la confiture, du Nutella pour certains ou Elmorgden pour d'autres, des céréales baignant dans du lait, un bol de chocolat chaud sucré, une viennoiserie, parfois un jus d'orange qui est en réalité un verre de sucre liquide. Et c'est normal, on a grandi avec ça, c'est ancré dans notre culture, le petit déjeuner sucré en France, c'est un réflexe. Au Japon, ce réflexe n'existe pas. Le petit déjeuner traditionnel japonais, c'est du riz, du poisson grillé, une soupe miso, des œufs, des légumes marinés. Autrement dit, un repas équilibré, salé, avec des protéines, des légumes et des féculents. C'est typiquement le genre de petit-déj qu'on te sert dans les ryokan, ces auberges traditionnelles japonaises, et je sais que ça déboussole plus d'un touriste étranger. C'est pour ça que dans beaucoup d'hôtels japonais, on vous demandera si vous voulez plutôt un petit déjeuner à la japonaise ou à l'occidentale. Et si jamais c'est un buffet, vous aurez toujours une petite section avec de quoi vous constituez votre petit déjeuner japonais, et une autre partie avec des œufs brouillés, du bacon, du pain, des viennoiseries et ce genre de choses. Après, ce n'est pas tous les japonais qui ont le temps de se faire un petit déjeuner traditionnel. Il y en a quand même beaucoup qui vont juste manger un onigiri. Donc au Japon, traditionnellement, on commence par un repas qui cale, sans pic de glycémie et sans fringale 2 heures plus tard. Et ça change toute la dynamique de la journée. Mais continuons parce qu'au déjeuner aussi, eh bien, la différence est frappante. Imagine que tu es en pause à midi, tu n'as pas le temps de cuisiner. En France, tu as le choix entre quoi? Une formule sandwich boisson dessert à la boulangerie, un grec, un fast-food, un plat sous vide réchauffé au micro-ondes. Rien de catastrophique, mais pas vraiment équilibré non plus. Au Japon, dans la même situation, tu t'arrêtes au combini, cette supérette ouverte 24 heures sur 24 et qu'on trouve littéralement à chaque coin de rue. Et là, pour quelques euros, tu trouves du riz avec du poisson grillé, une soupe miso, des œufs marinés, du tofu, des salades, des onigiri. Bon, t'as aussi plein de produits hyper transformés et mauvais pour la santé, on va pas se mentir. Mais ce que je veux souligner, c'est la facilité d'accès à des plats sains, le fait d'avoir ce choix à portée de main. Et ça, c'est dispo à n'importe quel coin de rue. La commodité, au Japon, ça ne rime pas automatiquement avec malbouffe. Parce qu'en tant qu'être humain du 21e siècle, on mange ce qui est facile, on mange ce qui est devant nous, ce qui est à notre portée. C'est pas forcément que les Japonais sont plus vertueux, c'est que leur environnement les pousse moins vers l'excès, et ce, dès le premier repas de la journée. Voilà une statistique que j'aime beaucoup parce qu'elle est très parlante. Un Français consomme chaque année en moyenne 35 kg de sucre, un Japonais 17 kg. C'est 2 fois moins. Bon, déjà en France, on a cette très forte culture du dessert. Tu finis un repas, tu veux ta petite touche douceur à la fin. C'est pas pour rien qu'au Japon ils disent French course pour parler du repas type entrée, plat, dessert, qui est l'une des rares images qu'ils ont de la cuisine française. Et cette petite gourmandise en fin de repas, eh ben, elle peut faire exploser ton pic glycémique et donc faire davantage grossir que si ton repas prenait fin après le plat principal. Mais le sucre, ce n'est pas seulement une question de dessert, c'est partout. Dans les sauces, dans les céréales du matin ou même dans les yaourts. En France, le yaourt se rapproche plus de la fonction d'un dessert, alors qu'au Japon, on en est très loin. On est davantage dans une optique de produits santé. Mais le vecteur le plus invisible, le plus sous-estimé, c'est ce qu'on boit. Alors pause, je veux que tu penses à ton dernier repas à la maison, ou ton dernier fast-food, ou même ton dernier restaurant. Qu'est-ce qu'il y avait dans ton verre? En France, c'est souvent du soda. Moi, je me rappelle à l'époque, dans ma famille, sur la table à manger, t'avais des jus de fruits, du oasis, du coca, et t'avais pas que de l'eau. Au Japon, c'est radicalement différent.
différent. Au restaurant, la boisson par défaut, c'est l'eau ou le thé, servi gratuitement. Au fast-food, beaucoup de gens commandent sans boisson sucrée. Vraiment, au McDo, il y a beaucoup de Japonais qui vont commander du thé glacé, et qui n'est pas sucré, je précise. La première fois que je suis venu au Japon et que j'ai vu des grosses bouteilles de 2 litres de thé, moi, automatiquement, je pensais que ce serait du thé sucré en mode Lipton Ice Tea, ce genre de choses. Mais pas du tout, c'était du thé non sucré, un petit peu amer, c'était du oolong-cha. Donc autant vous dire que j'étais un petit peu surpris, choqué par la boisson. Mais au final, on s'y fait assez rapidement. Du coup, du thé glacé, pour moi, ça ne peut plus être sucré, c'est fini. Il n'y a plus de retour possible en arrière. Il n'y a guère que le thé à la marocaine que je peux tolérer avec sa petite dose de sucre. Voilà. À la maison, on boit du thé vert, jasmin, oolong, ce que tu veux, froid ou chaud, mais systématiquement non sucré. Et voilà un calcul simple. Un grand verre de soda, c'est 150 à 200 calories. Donc si tu en as un à chaque repas, ça te fait à peu près 400 à 600 calories en plus absorbées en liquide, donc sans manger davantage, donc sans que ça te rassasie. Et ce sucre-là, on ne le voit pas, on ne le mange pas, on le boit presque machinalement. D'ailleurs, les sodas au Japon sont très souvent vendus en petit format, les super tailles sont presque inexistantes. T'as pas de pack familial ou je ne sais quoi. En fait, la logique n'est pas de maximiser la quantité, la logique c'est la bonne quantité. Exemple concret avec ce distributeur automatique, vous avez 2 fois la même boisson, format classique de 460 ml et un format pocket de 280 ml. Et ce qui va séparer ces 2 bouteilles, ça va être 10 centimes. Donc en France, tu te dis, attends, je peux avoir quasiment 2 fois la quantité en ajoutant 10 centimes de plus. Donc je vais forcément prendre la grande bouteille. Au Japon, non, ils vont plutôt choisir ce dont ils ont vraiment besoin plutôt que de se forcer à consommer quelque chose plus volumineux. Là, c'est l'exemple d'une boisson, mais ça marche aussi pour des chips ou plein d'autres trucs. Plus tu consommes de sucre, plus tu t'y habitues et plus tu en as besoin pour ressentir la même satisfaction. Le sucre, c'est une forme d'addiction, je ne vous apprends rien. Et pour beaucoup de Japonais, nos confiseries du style barre chocolatée ou Kinder, c'est bon, mais c'est vite écœurant parce que c'est un petit peu trop sucré pour leur palais. Il y a en japonais une expression Ichiju Sansai, ça veut littéralement dire une soupe, 3 accompagnements. En fait, le repas traditionnel japonais, il est structuré autour de ces éléments. Une base de riz, un plat principal avec du poulet, du poisson ou autre, des petits accompagnements du genre condiments comme des légumes, de l'algue, des haricots, et une soupe miso. Ça peut sembler simple, mais c'est en réalité très intelligent. Résultat numéro 1, le repas prend du volume sans exploser en calories. Les légumes et la soupe remplissent sans alourdir. Résultat numéro 2, on mange plus lentement. Quand on a plusieurs petits bols devant soi plutôt qu'une grosse assiette unique, eh bien on s'y prend différemment. Et manger lentement, c'est crucial, ça laisse au cerveau le temps d'enregistrer la satiété avant qu'on ait trop mangé. À titre de comparaison, en France on a tendance à servir de grandes assiettes bien remplies. Le symbole du bien manger, c'est souvent la générosité de la portion, alors qu'au Japon, c'est l'équilibre de l'assiette. Et une chose que l'on n'a pas dans la structure du repas japonais classique, c'est le pain. Oui, il n'y a pas de pain sur la table à la maison comme au restaurant, parce que je sais qu'en France, tu auras beau commander des lasagnes ou un gros plat de pâtes, on va quand même t'apporter ta petite corbeille de pain, donc glucides sur glucides. Au Japon, ça n'arrive pas. Le seul moment où tu vas avoir du pain sur la table, c'est quand tu vas dans un restaurant occidental et que là, on va te demander de choisir entre le riz et le pain. C'est l'un ou l'autre. Et en plus, quand je dis pain, c'est un morceau. Donc si tu en veux davantage, il va falloir payer en plus. Donc rien que ça te dissuade de manger du pain. Et maintenant, on arrive à l'un des concepts les plus fascinants de cette vidéo, le hara hachibun. C'est une idée très ancrée dans la culture japonaise, notamment à Okinawa, qui est une île connue pour compter parmi les plus hautes concentrations de centenaires au monde. Ça signifie manger jusqu'à être rassasié à 80%, c'est-à-dire s'arrêter avant d'être complètement plein. La prise de poids vient rarement d'un seul repas excessif, elle vient davantage de manger jour après jour un petit peu plus que ce dont le corps a réellement besoin. Ce 20% de différence, multiplié par 3 repas par jour, multiplié par 365, ça finit par peser dans la balance calorique. Et en plus, quand tu t'arrêtes de manger à temps, tu évites cette sensation de lourdeur, de fatigue ou de digestion pesante que l'on ressent souvent après avoir trop mangé. Et attention parce que ton estomac il met environ 20 minutes à envoyer le signal à ton cerveau pour lui dire ça y est je suis plein. Donc si tu t'arrêtes au moment où tu penses être environ 80%, en réalité tu es davantage proche des 100%. Et pour ceux qui pensent que de ne pas finir son assiette ce serait source de gaspillage, souvent au Japon le riz est réutilisé pour faire des onigiri à manger plus tard. Ou s'il s'agit d'un plat en sauce ou autre, il est commun de le mélanger avec le reste du riz comme un risotto à consommer plus tard. Enfin bref, il y a toujours plein d'alternatives. Voilà un truc que les étrangers remarquent souvent au Japon et qui paraît anodin au premier regard. Les Japonais font leurs courses plus souvent, mais en plus petite quantité. En France, on a tendance à faire un grand drive ou un grand marché le week-end pour la semaine ou pour le mois. On revient avec des gros sacs de courses, on stocke, le frigo est plein, les placards aussi. Au Japon et surtout dans les villes, beaucoup de gens s'arrêtent au supermarché ou au combini presque chaque jour pour acheter ce dont ils ont besoin pour le soir même ou le lendemain.
Et ça change tout. Pourquoi? Parce qu'en tant que faible humain que nous sommes, et moi le premier, on mange ce qui est disponible. C'est l'un des principes les mieux documentés en psychologie alimentaire. La tentation, ça commence dans les placards. Si tu as une barre chocolatée qui traîne, un paquet de chips dans le tiroir ou d'autres confiseries dans les parages, tu vas en manger. Au Japon, les placards sont moins remplis, donc il y a moins de tentations permanentes, donc moins de grignotage. Et pareil, je fais rarement rentrer du sucre à la maison. Si j'ai envie d'une petite douceur, je vais la manger dehors, dans une pâtisserie ou dans un café, voilà. Il y a aussi un autre effet, quand on fait ses courses pour 2 ou 3 jours maximum, on achète ce dont on a réellement besoin. Pas en prévision, pas au cas où, on est beaucoup moins dans la surconsommation passive. En France, la grande surface hebdomadaire pousse naturellement à acheter plus qu'on ne va consommer. T'as tout le temps des promotions, genre 3 pour le prix de 2, 1 acheté 1 offert, des packs familiaux. Tout ça finit à la maison et donc très souvent dans ton estomac. Au Japon, si tu es chez toi et que tu as un petit creux dans la journée ou après le dîner, eh bien très souvent si tu regardes dans tes placards, tu vas pas avoir grand chose. Et c'est justement ça qui aide à ne pas prendre de poids. Si tu commandes une pizza, un McDo ou un autre fast-food, tu remarqueras une différence très nette par rapport à la France. Les portions ne sont pas les mêmes. Et ce n'est pas propre au fast-food, c'est généralisé. Au Japon, les portions sont plus petites, pas minuscules, mais raisonnables. Quand tu viens de l'étranger, tu vois la différence, mais du coup là-bas, ça ne choque personne. Parce que la culture ne valorise pas la grosse portion comme signe de valeur. Non, la valeur d'un repas japonais, il est dans l'équilibre, dans l'esthétique, dans le goût. En France, dans beaucoup de restaurants, une grosse assiette, c'est égal à un bon rapport qualité-prix. C'est limite un argument commercial. Et au Japon, cette logique n'existe presque pas. Et les snacks suivent la même règle. Vendus en petits sachets, facilement fermables, faciles à partager. On ne mange pas un paquet entier par habitude, on mange une portion. Voici quelque chose qu'on n'associe pas forcément au Japon quand on pense minceur, la marche. Presque un tiers de la population japonaise est concentrée autour de Tokyo. C'est une mégalopole avec un réseau de transport en commun absolument gigantesque. Mais dans ce réseau, tout le monde marche pour rejoindre les quais, pour changer de ligne, pour sortir des stations. Et il n'est pas rare de devoir marcher 10 minutes pour faire une simple correspondance. Résultat, sans jamais aller au sport ou même y penser vraiment, t'as beaucoup de Tokyoïtes qui atteignent les 8000 pas par jour dans une journée ordinaire. En France, la voiture reste le premier mode de déplacement dans la majorité des villes. On prend sa voiture pour aller au supermarché, parfois pour des distances qu'on pourrait faire à pied en 10 minutes. Ce n'est pas spectaculaire, mais sur une année, cette dépense énergétique quotidienne silencieuse, elle finit par compter énormément. Tu as certainement déjà dû voir circuler sur internet la fameuse phrase « Au Japon, il est interdit d'être gros ». Alors c'est accrocheur, c'est un poil exagéré, mais il y a une vraie réalité derrière. En 2008, le Japon a introduit une loi où, chaque année, les entreprises sont légalement obligées de mesurer le tour de taille de leurs salariés. 85 cm pour les hommes, 90 cm pour les femmes. Et si une entreprise dépasse les taux d'obésité autorisés sans agir pour les réduire, elle peut recevoir une pénalité financière. Quand ton employeur a une amende à éviter à cause de ton tour de taille, bah là je peux te dire que la pression elle devient réelle. Et ce check, c'est souvent fait lors de la visite médicale annuelle obligatoire pour tous les employés. Poids, glycémie, tension, cholestérol, tout est mesuré chaque année sans exception. Donc au Japon, ton rapport à la santé, ce n'est pas seulement une affaire personnelle, c'est presque une affaire collective. Au Japon, le regard social autour du corps est très fort. Le surpoids y est souvent perçu non seulement comme une question de santé, mais comme un manque de discipline. Ici, les gens te le diront très directement si jamais t'es corpulent. Alors certes, très souvent sur le ton de la blague, mais ils te le diront quand même. Est-ce que ça peut être pesant? Oui, si tu es sensible là-dessus. Du coup, il y a beaucoup de japonaises qui complexent sur leur poids, c'est-à-dire qu'elles sont extrêmement minces et elles se trouvent trop grosses. Ce qui est sûr, c'est que dans une société où tout le monde reste mince, le simple fait de ne pas l'être se remarque davantage. Voilà un petit point souvent ignoré mais qui joue un rôle réel. À Tokyo, la plupart des gens dînent autour de 18h, 19h. Parfois même plus tôt. En France, dîner après 20h, c'est très courant, même normal. La différence concrète, c'est que manger tard laisse moins de temps au corps pour utiliser cette énergie avant le coucher. Tu vas dormir plein avec un repas à digérer. A l'inverse, manger plus tôt laisse quelques heures d'activité légère avant de dormir, ce qui a été prouvé d'être meilleur pour la santé. Bon, rien de révolutionnaire, mais encore un élément qui s'ajoute aux autres. Alors, quel est le vrai secret du Japon ? En fait, il n'y en a pas un seul. C'est la somme de plein de petites choses qui, prises séparément, ne semblent pas très impressionnantes. Mais quand tu les mets ensemble, elles créent un environnement dans lequel il est simplement plus difficile de grossir. Des portions plus petites, moins de sucre, plus de légumes, des repas structurés, manger lentement, marcher sans y penser, dîner tôt, et une culture qui ne glorifie pas l'excès. Après attention, quand on arrive avec nos habitudes occidentales à faire du snacking régulier au combini, à manger du sucre dès le matin, avec cette culture du dessert après le repas, à manger à l'excès, etc. Eh bien je vous assure qu'avec tout ce qu'a proposé le Japon, vous pouvez très facilement prendre du poids. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais parler de ce sujet que je trouve assez intéressant, puisque moi, tout ce qui est alimentation, je suis un peu
Je suis pas mal dedans, hein, voilà, vu que je mange pas forcément très sainement tout le temps. Je suis trop fan des desserts, des petits japonais sur 20 que l'on peut trouver sur Tokyo. D'ailleurs, le guide des adresses est toujours disponible, lien dans la description. Mais non, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que voilà, si on adopte les habitudes de consommation à la japonaise, il y a de grandes chances que vous allez perdre du poids naturellement au Japon. Les Japonais restent minces grâce à des portions plus petites à la marche quotidienne et des repas équilibrés qui bu manger jusqu'à 80% de satiété. Alors, vous avez tout compris? Abonnez-vous à ma chaîne alors.